Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, très rapidement, le Louvre. Le Louvre a été cambriolé. Et de façon, on va dire, assez professionnelle. Et d'après ce que j'ai compris, alors les mecs ont pris, en fait, ils ont utilisé un élévateur pour atteindre une fenêtre, passer par la fenêtre et voler des bijoux. Les bijoux, apparemment, ce sont des bijoux qui seraient de Napoléon, de l'impératrice, etc. Alors, il y a quand même un truc qui est bizarre, parce que, bon déjà, oui, tout le monde s'étonne, comment est-ce qu'on peut passer par les fenêtres ? Tout simplement parce que le Louvre, c'est un monument classé, et que peut-être jamais personne n'a pensé à remplacer les fenêtres pour les mettre des fenêtres, je sais pas, des fenêtres plus résistantes, avec des cadres justement qu'on peut pas violer. Mais comme c'est un monument historique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, même si aujourd'hui on a les techniques, on a les techniques pour construire des fenêtres qui ne dénaturent pas le style de la fenêtre, mais ça coûte un pognon fou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le Louvre, c'est quand même pas le petit château. C'est quand même un des plus grands musées du monde. Donc là, vous avez intérêt à avoir un putain de budget pour remplacer toutes les fenêtres et mettre des fenêtres anti-cambriolage. Enfin, et puis, pareil, ce qui est un peu bizarre, c'est que voler des bijoux de cette importance, ça veut dire que c'est des objets qui sont référencés. C'est le genre d'objet que tu ne peux pas vendre dans des salles de vente, etc. Ou alors là, c'est pour un collectionneur. Mais bon, je pense qu'on peut très facilement, je veux dire, des collectionneurs qui peuvent payer des millions d'euros pour avoir ou posséder des objets qui auraient appartenu à des personnalités historiques, des trucs comme ça, il n'y a que ça. Parce que si c'est juste voler les bijoux et ensuite essayer de les revendre sur le net, voire sur le dark web, des trucs comme ça, vous comprendrez que ça peut se repérer assez rapidement et très sincèrement, pour vendre ce genre d'objet, passer sur Internet, c'est débile. Ou alors il faut utiliser des codes, des mots de passe ou des stratégies. Vous savez, comme certains réussissent à faire sur eBay, Amazon, tout ce qui est vente en ligne, ou des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous êtes tombé sur des articles. Par exemple, un Blu-ray, ou un jouet, ou une veste à 1500 $. Voire même des fois, j'ai vu un Blu-ray à 10 000 $. Bon, un Blu-ray de collection, édition limitée, quelques centaines d'euros encore à la rigueur, mais 10 000 $, non. Ça, c'est clairement, en fait, un produit maquillé. Vous savez qu'il y a eu, a été soulevé le fait que sur certains sites de vente d'occasion, etc., vous aviez des codes qui permettaient à des gens d'acheter tout simplement des gamins. Mais voilà, c'est difficilement traçable, trouvable, etc. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que cette affaire va susciter encore évidemment la question de savoir comment on fait pour assurer la sécurité. Le problème, c'est que la sécurité, il n'y a pas de sécurité absolue. On sera toujours tributaire, c'est comme votre ordinateur, c'est comme votre portable. Vous aurez beau avoir tous les outils qui vous garantissent des sécurités contre le hacking, contre le piratage, contre la récolte de données, etc. Il y aura toujours des petits génies de l'informatique qui possèdent toutes les clés et peuvent rentrer où ils veulent et piquer ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez, malheureusement. Puis c'est pas la présence de sécurité peut-être qui pose problème, non, parce qu'il faut savoir que déjà, le Louvre, c'est, je crois que c'est 1400 employés. Rien que pour tout ce qui est accompagnement, maintenance, sécurité, etc. Et même le Louvre a son propre commissariat de police nationale. Bon. Je
vois pas ce qu'on peut faire mieux, si ce n'est, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, renforcer tout simplement les fenêtres, mettre des fenêtres de sécurité. Sauf que vous êtes quand même dans un bâtiment classé monument historique, donc vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Enfin bref. Non, je vais revenir sur quelque chose qui aux États-Unis tourne de plus en plus, c'est la mauvaise foi. Vous le savez, il y a eu la manif hier du No Kings, et qui a rassemblé plusieurs millions d'Américains, et du fait que les Américains qui se sont présentés et qui sont allés dans ces manifs, aujourd'hui on peut dire que ce sont des gens qui détestent Donald Trump. Une estimation qui était passée disant à peu près 7 millions. J'ai envie de dire 7 millions d'Américains qui se déplacent pour exprimer leur mécontentement, voire leur haine viscérale contre Donald Trump, sur une population de 348 millions d'habitants. Je pose ça là, hein, vous en faites ce que vous voulez. Mais après, évidemment, on peut relativiser en disant oui, mais pour un manifestant, peut-être que le manifestant représente 5 ou 10 Américains qui pensent la même chose, mais qui ne se déplacent pas sur ces manifs, etc. Oui, certainement. Mais ce qui est quand même formidable, c'est que sur les réseaux sociaux, vous avez quand même des gens qui aujourd'hui, quand on donne quelque chose de factuel, ils ont nécessairement besoin d'essayer de vous contredire. Et il y en a une que je suis tombé, qui commençait à nous dire oui, de toute façon, Donald Trump n'est pas légitime, il a été élu à cause d'une abstention massive, etc. Alors, on va remettre les choses au clair. En 2016, Donald Trump, contre Hillary Clinton, l'avait emporté sur les grands électeurs. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, ce n'est pas le suffrage universel direct, c'est un suffrage universel indirect. C'est-à-dire que les Américains définissent par État s'ils votent pour un ou l'autre des candidats, mais dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils octroient un nombre de grands électeurs au profit d'un candidat ou de l'autre. C'est-à-dire que cette représentation de grands électeurs correspond à la proportionnalité de la démographie de chaque État. Ce qui fait que, évidemment, un État comme le Dakota du Nord va avoir 1, 2 ou 3 grands électeurs, alors que la Californie va en avoir 19. Tout simplement parce que la Californie, c'est l'État le plus peuplé, donc, comme je vous l'ai dit, en proportionnalité de sa démographie. En 2016, donc, Donald Trump l'avait emporté sur les grands électeurs. En revanche, sur le vote populaire, c'était Hillary Clinton. Hillary Clinton qui était à 74 ou 75 millions de bulletins contre 70 millions pour Donald Trump. Donc là, en effet, on peut polémiquer, on peut dire oui, mais bon, s'il y avait eu un suffrage universel direct, Donald Trump ne serait jamais passé en 2016. Ce qui est tout à fait vrai. Mais en 2024, et c'est pour ça que les démocrates, les progressistes ultra, etc., l'ont toujours en travers de la gorge, c'est que Kamala Harris, non content d'avoir perdu sur les grands électeurs, a aussi perdu sur le vote populaire. Alors au résultat final, je crois qu'il doit y avoir à peu près 1 ou 2 millions de voix d'écart. Mais quand même, Donald Trump l'a emporté sur aussi un vote populaire. Et puis quand vous voyez une carte des États-Unis par comté, là je ne parle pas par État, mais par comté, oui, très clairement, la carte est à très grande dominante rouge.
Mais attention, c'est pareil, ça ne veut rien dire. Vous savez que vous pouvez avoir dans une région, je prends l'exemple de la France, vous pouvez avoir 70% des circonscriptions qui sont pour un parti de gauche, par exemple, et quelques comtés ou quelques agglomérations, des grandes métropoles ou des grandes villes qui vont être pour le candidat de droite, et finalement c'est le candidat de droite qui l'emporte à l'échelle du département. Tout simplement parce que si vous avez, je dis comme ça un exemple, une connerie, mais si vous avez 25 agglomérations pour la gauche et seulement 6 ou 7 agglomérations pour la droite l'emporte. Pourquoi ? Parce que les 6 agglomérations sont les plus peuplées. Donc c'est là que le candidat de droite a fait un meilleur score. Et inversement, pour faire plaisir, pour ne pas faire de discrimination. Donc, à partir du moment où vous avez un suffrage universel direct, comme vous avez en France, là, je veux dire, l'exercice, on va dire, est plus difficile. Parce que là, dans ce cas-là, il faut essayer de convaincre. Alors qu'aux États-Unis, à la limite, il vous faut les États parmi les États majeurs et les États, ce qu'on appelle les États twist, c'est-à-dire les États qui n'ont pas une spécificité pour un parti ou pour un autre, qui peuvent très bien basculer d'une élection à une autre. Et c'est souvent ces États-là qui sont les plus ciblés lors des campagnes présidentielles. Alors c'est par exemple, nous ici, la Caroline du Nord, c'est l'Ohio, c'est maintenant le Michigan, etc. Donc c'est des États qui sont relativement peuplés, qui ont un certain nombre de grands électeurs qui peuvent faire la différence. Contrairement à des États comme les États de New York, Californie, Vermont, Massachusetts, Oregon, Washington, qui seront des États toujours démocrates, comme le Texas, la Floride, le Mississippi, l'Alabama. C'est des États qui sont profondément ancrés dans les valeurs conservatrices. Donc, après, vous avez l'abstention. En effet, imaginons, vous avez 10 personnes qui vont voter pour désigner le chef de groupe. Or, sur les 10 personnes qui vont voter, il n'y en a que 4 qui votent. Mais au suffrage universel direct, s'il n'y a pas une condition d'avoir au moins la moitié du quorum, dans ce cas-là, la personne est élue avec seulement 4 personnes sur 10. Mais en revanche, sa légitimité n'est pas totale puisqu'il n'a pas eu un vote majoritaire. Il a eu un vote majoritaire seulement sur le nombre de gens qui ont voté. C'est-à-dire, il a reçu 3 votes sur 4 et les 6 autres se sont abstenus, n'ont pas voté. Alors aux États-Unis, cette dame avait l'air de prétendre qu'en 2024, Donald Trump n'est pas légitime parce que au moins plus de la moitié des Américains n'ont pas été votés ou n'ont pas voté. Alors, faisons bien le distinguo entre vote blanc et abstention. Le vote blanc, ce sont bien des gens qui ont été votés, qui sont émargés sur les listes électorales, mais qui ont mis aucun bulletin ou un bulletin blanc, ou aux États-Unis, qui n'ont pas mis de croix sur un des 2 candidats. Ça, c'est ce qu'on appelle le vote blanc. Et donc, il est normalement recensé. En revanche, vous avez l'abstention, où là, ce sont des gens qui ne vont pas voter. C'est-à-dire que sur les listes électorales, à la fin de l'élection, quelle qu'elle soit, on fait un comptage des gens, je ne sais pas, je prends un exemple, mais vous avez sur une liste électorale, vous avez 100 personnes. Et on va faire un comptage des émargements, c'est-à-dire on va compter 40 personnes qui ont émargé la liste électorale. Donc ça veut dire qu'il y a 60 personnes qui, en réalité, ne sont pas venues voter. C'est ça qu'on appelle l'abstention. Autre subtilité.
Et je pense que là-dessus, cette dame jonglait un petit peu là-dessus. Il est vrai que vous avez les inscrits sur les listes électorales, mais vous avez la capacité, la possibilité du nombre de gens qui sont en capacité de voter. C'est-à-dire des gens qui sont majeurs, qui n'ont pas de problème avec la justice ou quoi que ce soit, et qui ont le droit de vote, mais qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Et c'est là qu'est la subtilité. C'est-à-dire que cette dame, évidemment, elle se fait rembarrer parce que, officiellement, lors de l'élection présidentielle de 2024, aux États-Unis, il y a eu 63% de participation. Donc on est bien dans un quorum, plus 50 plus 1. Donc Donald Trump, avec 63% de participation de la population américaine enregistrée sur les registres électoraux, il est légitime. Mais, et c'est là que, pareil, je veux dire, en France, c'est à peu près le même problème. Sur les 348 millions d'habitants, on va estimer qu'il y en a 250 millions qui sont majeurs, en âge, en possibilité, en capacité et en droit de voter. Si vous regardez le nombre d'inscrits sur les listes électorales, vous allez avoir 175 millions. Donc ça veut dire que vous avez un petit peu moins de 100 millions d'Américains qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Donc évidemment, si vous prenez les 37% d'abstention, auxquels vous rajoutez le pourcentage de population qui n'est pas inscrit sur les listes électorales, dans ce cas-là, si vous arrivez à un chiffre global qui dépasse les 50% d'abstention, oui, dans ce cas-là, on peut parfaitement jouer sur les chiffres, sur les mots, en disant oui, mais Donald Trump, il n'est pas légitime parce qu'il y a plus de 50% des Américains qui n'ont pas voté. Mais quand tu dis 50% d'Américains qui n'ont pas voté, tu ne précises pas. Tu ne précises pas le vote blanc, l'abstention en étant inscrit sur les listes électorales et le fait de ne pas avoir été voté sans avoir été inscrit sur les listes électorales, mais en étant en âge et en capacité de voter. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que quand vous avez un paysage politique qui n'intéresse plus personne, quand vous avez un paysage politique rempli de gens qui mentent, qui sont des arracheurs de dents, qui font des beaux sourires, des belles promesses, et qui parfois vous racontent des carabistouilles pour se faire élire, et une fois qu'ils sont élus, ils n'en ont rien à foutre de vos gueules, avec le temps, ça se voit. Avec le temps, peut-être que justement, les 2/3 d'une population d'un pays n'a plus envie de voter pour des guignols, n'a plus envie de voter pour des gens qui, au final, vous mentent. Eh bien, c'est exactement ce que vous avez en France. En France aujourd'hui, quelle est la personnalité politique qui a un tant soit peu le sérieux, la maturité pour mériter votre vote ? Alors après, en effet, vous pouvez voter contre, comme des gens ont voté Macron contre Marine Le Pen, comme des gens voteront Mélenchon contre Emmanuel Macron, comme des gens voteront Marine Le Pen contre Jean-Luc Mélenchon ou contre Emmanuel Macron. Mais est-ce que on peut prétendre qu'aujourd'hui, une majorité de Français, dans les dernières élections présidentielles, ont voté pour, majoritairement, Emmanuel Macron? Quand je dis pour, c'est pour son projet, pour sa politique, pour l'homme présidentiable. Statistiquement,
On pourrait le savoir. Mais vous comprendrez que personne n'a l'intention, personne n'a d'intérêt de le faire. Parce que si on le fait sur un échantillon de 20 000, 30 000, voire même 100 000 personnes, et qu'on se rend compte que sur un échantillon de 100 000 personnes, il y en a plus de 60% qui votent, mais qui ne votent pas par conviction, mais qui votent par intérêt, par consumérisme, ou comme je vous dis, ils votent contre, j'ai envie de dire, finalement, les mondialistes et les globalistes, ils ont gagné. Ils ont gagné parce qu'ils ont réussi à convaincre inconsciemment les 2/3 d'une population de voter n'importe quoi, n'importe comment. Et aux États-Unis, c'est exactement pareil. Des Américains ont voté Donald Trump. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Il n'y avait pas une offre différente, indépendante, qui sort des girons et des empirismes à la fois démocrates et républicains. Il y en a qui ont essayé. Par exemple, vous avez Elizabeth Warren qui aux dernières élections, s'était présentée candidate à la primaire démocrate. Elle s'est fait blackbouler, mais il y a, je ne sais plus, ça devait être en 2000, c'était peut-être pour l'élection deuxième mandat d'Obama. Elle s'était présentée comme candidate, mais dans un parti écologiste ou un truc comme ça. Sauf que malheureusement, vu qu'il y a une hégémonie à la fois d'un côté des démocrates et des républicains, c'est-à-dire que faut à la limite faire comme Donald Trump, c'est-à-dire si tu veux devenir président, si tu veux défendre un projet, tu es obligé de briguer la primaire, soit des démocrates ou des républicains. C'est ce qu'a fait Donald Trump. Donald Trump, il a littéralement fait un hold-up sur les primaires républicaines. Parce que de toute façon, Donald Trump, les 2/3 des politiciens républicains le détestent. Bon, sauf que il a gagné la primaire, donc la démocratie, c'est on respecte le résultat. Et donc cette dame, évidemment, on lui balance tout le factuel. Et dire que Donald Trump n'est pas légitime, le seul argument qui pourrait tenir pour dire qu'il n'est pas légitime, c'est que malheureusement, il n'y avait pas d'autre offre. Et je dirais même, les démocrates sont tout autant responsables de la réélection de Donald Trump parce qu'ils n'ont pas fait une offre crédible. Et en plus, avec la connerie bidonne qui en 2022 s'autoproclame vouloir être candidat à sa propre succession, alors que depuis le début, le Parti démocrate s'était bien arrangé avec lui, que c'était Kamala Harris qui en 2024 devait être candidate à sa succession et qui ne devait pas se représenter. Sauf que, et d'ailleurs Kamala Harris, aujourd'hui elle est grillée parce qu'elle a admis que dès le départ, lorsque Biden a été élu président, tout le monde savait qu'il commençait déjà à avoir des problèmes cognitifs. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant elle est grillée. Vous ne la verrez pas, alors vous la verrez peut-être pendant la primaire, mais elle se fera blackbouler en 2028. Là, elle a trahi le silence, elle a trahi le secret professionnel. Donc comme le bonhomme, il n'était plus trop parfois calibré dans sa tête à lui, un jour il a pété un câble et il a dit je me présente à ma réélection. Oh putain. Et c'est ça qui est flagrant. Je veux dire, même dans les progressistes américains, tout le monde le sait que Biden a merdé. Tout le monde le sait que si Donald Trump a été réélu, c'est à cause de Biden. Parce qu'il a merdé, parce qu'il a pété les plombs, parce que le Parti démocrate n'a rien fait, n'a rien dit. Oui, tu penses bien que le mec, il dit qu'il veut être le Parti démocrate, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? À l'époque. En 2022, ils ne sont pas allés voir les médias. Non, mais ils plaisantaient. C'est Kamala Harris qui est prévu pour prendre sa succession, etc. Parce que ça serait admettre que le gamin, le vieux,
S'il dit ça et qu'il a dit ça dans un moment d'absence, etc., bah, ça veut dire que finalement il est président des États-Unis, mais peut-être que psychologiquement il n'a plus les capacités cognitives, intellectuelles, conscientes pour diriger le pays. C'est pour ça que ça a foutu tout le monde. C'est pour ça que je vous dis, tout le monde le planque sous le tapis, ça. Mais ça, je peux vous dire que y a une partie de l'électorat, en effet, démocrate, qui s'est abstenu, qui n'est pas allé voter. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est un foutage de gueule. On ne veut pas voter pour ce parti-là. On ne veut pas voter pour ces gens-là. Et même aujourd'hui, Barack Obama, qui fait un petit peu surface, qui fait des interviews un petit peu à droite à gauche, etc., on le sent bien. On les entend, les sous-entendus, que on est désolé, on a merdé. Mais le problème, c'est ça, c'est que dans la culture américaine, il y a cette hyper-conviction. Cette hyper-conviction que ce que tu veux faire, tu as raison de le faire. Sauf que tu n'écoutes pas, tu ne regardes pas, tu n'analyses pas, tu n'observes pas. Tu fonces. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est un peu la politique, et ça c'est pareil en finance, en économie, en développement, en investissement, en entrepreneuriat, etc. C'est fonce, ça passe ou ça casse. Alors si ça passe, tant mieux pour vous. Si ça casse, le problème c'est que si tu analyses un petit peu ton parcours, tu vois là tu es passé à côté de ça. Là tu avais déjà un signe que ça ne marcherait pas, que ça ne pouvait pas marcher. Mais on est dans un pays ultralibéral, donc la liberté d'investir, d'entreprendre. Si tu as envie d'ouvrir un restaurant chinois à 200 mètres d'un autre restaurant chinois, tu as le droit de le faire. Bon, par contre, tu as intérêt à bien faire tes calculs pour être compétitif et pour imposer une guerre de concurrence. C'est pour ça d'ailleurs que aujourd'hui, beaucoup d'enseignes, par exemple, surtout les stations-service, surtout quand vous avez dans des carrefours, vous avez 2, 3, 4 stations-service les unes à côté des autres, en général, elles s'arrangent pour mettre les mêmes prix. Ah oui, parce que si on commence à jouer la petite carte du « ouais, mais moi je vais mettre 1 ou 2 centimes en moins que toi », parce que c'est pas bon, personne n'y gagne à ce genre de petite guerre. Donc, non, désolé, Donald Trump, je sais que ça fait chier beaucoup de monde, je sais que beaucoup de gens le détestent, je sais que c'est pas le président le plus parfait qui soit. Mais, comme je l'ai toujours dit, Donald Trump est un symptôme. Un symptôme que d'ailleurs en France, on devrait analyser plutôt que de cracher dessus, parce qu'un jour ou l'autre, c'est ce qui risque de se passer. C'est qu'à force de ce qui se passe actuellement avec le paysage politique français, il y a un moment donné où il y a des Français, je prends l'exemple, Cyril Hanouna par exemple, vous pariez combien de gens, peut-être que des millions de gens, vont voter pour Cyril Hanouna? Parce que ces gens-là n'ont plus confiance envers le politique traditionnel. Et avec ce qui se passe en ce moment, avec les querelles, le budget, les gouvernements qui sautent, moi je suis d'accord, je suis pas d'accord, ouais mais qu'est-ce que je veux un truc en échange, surtout pas de dissolution, parce que moi je veux garder mon siège, parce que je sais que de toute façon je passerai pas, donc moi je suis contraint. Voilà, on est dans l'arrivisme. Dans l'arrivisme, l'individualisme, la cupidité. Et aux États-Unis, c'est exactement pareil. C'est qu'à un moment donné, les Américains, même s'ils sont un peu infantilisés, même s'ils sont totalement immatures, il y en a quand même dans l'eau qui, à un moment donné, se posent quand même les bonnes questions. Et se disent, ouais, non, là, ils se sont foutus de notre gueule.
Et du coup, vous avez sur les réseaux sociaux, voilà, des gens qui très clairement, on le sent bien, qu'ils en ont gros sur la patate. Et ces manifestations No Kings rentrent exactement pareil dans le processus. C'est-à-dire que vous allez dans les manifs, vous allez questionner les gens, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas un qui va vous sortir quelque chose de tangible, quelque chose de sérieux, quelque chose d'analysé, quelque chose de solide. Vous aurez des comportements de gamins. C'est-à-dire des gens hyper émotifs et qui sont là parce qu'ils détestent Donald Trump. Point barre. Mais même, ils vont t'expliquer pourquoi, mais uniquement sur des... on dit que, ouais, parce que c'est un raciste. Ouais, parce que c'est un néo-nazi. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui prouve que... Donnez-moi un exemple. Évidemment qu'ils sont incapables de donner des exemples, parce qu'ils ne sont que des perroquets, ils ne répètent que ce qu'on leur a dit de répéter. On les a même convaincus, ils avaient du cerveau. Donc comment voulez-vous qu'une démocratie fonctionne avec des gens comme ça? Elle ne peut pas fonctionner. Et elle peut que s'enfoncer. Elle peut aller que dans du déclin. Donc par rapport à la France, je vous invite à réfléchir sur la question, parce que oui. Comme vous le savez dans mes vidéos, j'ai toujours poussé les gens à toujours se poser toujours la même question. À qui profite le crime? Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, vous jouez du mieux.